Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus de bon matin pour aborder un thème qui, je dois dire, n'est pas un thème facile à manier, mais je fais confiance aux auteurs invités sur scène pour le rendre à la fois le plus compréhensible possible et en même temps le plus riche. Nous sommes confrontés aujourd'hui à des guerres qui nous atteignent, nous, Européens, et je dirais, on est aujourd'hui face à elles un peu démunis et on a besoin de décrypter, on a besoin d'entendre des récits, on a besoin de lire des choses pour pouvoir approfondir et également se prononcer. Donc c'est avec une certaine émotion et aussi un grand bonheur que j'accueille sur scène trois auteurs très importants pour moi. Et surtout, ce sont des gens qui nous aident à réfléchir. Et ça, c'est extrêmement précieux. Je vais commencer par vous présenter Joe Sacco, qui est juste à côté de moi. Donc Joe Sacco, vous êtes américain, vous êtes né à Malte, et vous êtes journaliste de profession. Vous êtes devenu dessinateur sans avoir eu de formation spécifique. Vous êtes autodidacte. Et vous êtes considéré comme l'un des premiers à avoir constitué un art particulier de la bande dessinée, qu'on pourrait appeler le reportage dessiné, la bande dessinée d'actualité de reportage, et qui peut, après un certain nombre d'années de travail, confiner aux documents historiques. On le verra. Alors, dans votre impressionnante bibliographie, on peut citer les 3 volumes consacrés à la guerre en ex-Yougoslavie, qui s'appelle Goražde. Également ce volume, Palestine, aux éditions Rackham, qui montre le temps que vous avez passé à réfléchir et à enquêter sur la situation de la Palestine. Bien entendu, ce Gaza 1956, qui constitue un document historique absolument indispensable pour connaître la situation de la région. On vous doit également, plus récemment, un livre consacré au Déné du Nord-Ouest canadien, livre qui s'appelle « Payer la guerre ». Alors moi, j'ai une petite, comme une sorte de petite tendresse coupable que je crois partager avec Jean-Pierre pour Le Rock et moi, qui raconte un peu les marges de la scène rock'n'roll et qui constitue une sorte d'autoportrait assez extraordinaire de notre relation au rock'n'roll et à sa culture. Et tout récemment, vous publiez un livre de 32 pages, chez Futuropolis toujours, qui s'appelle « La guerre à Gaza », qui est d'une nature un peu différente des livres précédents que vous avez consacrés à cette région du monde et à la situation qu'elle vit, et nous aurons l'occasion d'en parler. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. À ma droite, Andrei Kourkov. Donc vous êtes né à Saint-Pétersbourg quand la ville s'appelait encore Leningrad, c'est important de le souligner, mais vous avez grandi en Ukraine, le pays dans lequel vous avez installé votre existence et où vous avez fait vos études, des études de langue, donc assez réussies et assez approfondies, puisque vous maîtrisez aujourd'hui 7 langues, ce qui est quand même pas banal. Voilà. Vous vous définissez comme un russe ethnique, qui est devenu un Ukrainien politique. Donc ça, c'est très important aussi de le souligner, c'est une phrase forte. On peut aussi noter que vous avez fait votre service militaire comme gardien de prison à Odessa, et c'est là que vous avez commencé à écrire, tout d'abord des contes pour enfants. Vous avez publié plusieurs romans, mais c'est vraiment en 2000 que votre carrière internationale débute avec ce formidable pingouin qui deviendra un succès phénoménal dans le monde entier, qui vous fera connaître. On peut citer de vous également L'ami du défunt, Le jardinier d'Otchakov, Le dernier amour du président. Tous ces livres sont parus chez Liana Levy. Avec Les abeilles grises en 2022, vous obteniez un prix Médicis étranger qui couronne une œuvre absolument capitale. Et cette année 2022 est particulièrement importante. Et ce livre marque d'une pierre blanche un engagement et aussi une dimension historique tout à fait capitale pour comprendre la situation de l'Ukraine aujourd'hui. En 2023, vous publiez 2 livres. L'un qui est une non-fiction, qui s'appelle Journal d'une invasion, qui est traduit de l'anglais et pas du russe, par Johan Beer, aux éditions Noir sur Blanc. Et
deux nouveaux romans, L'oreille de Kiev et Le cœur de Kiev aux éditions Liana Levy, tous les deux traduits par Paul Lequen, qui reviennent en arrière à une époque tout à fait particulière de l'histoire de l'Ukraine, car entre 1918 et 1920 a existé de manière éphémère un régime politique très différent, qui est une république autonome d'Ukraine, qui a été malheureusement écrasée par les bolcheviks. Un monde tout à fait singulier, pris entre deux mouvement de tenaille et au milieu un désir de démocratie extrêmement profond. Voilà, on aura l'occasion d'y revenir. Et puis, au bout de la rangée, Jean-Pierre Filiu. Jean-Pierre, vous êtes historien, professeur des universités, vous avez été longtemps diplomate, on vous considère comme un arabisant distingué. Vos travaux sont reconnus dans le monde entier. Je pense que vous êtes l'un de ces historiens qui apporte une dimension tout à fait singulière à votre travail, à la fois en termes de précision et de réalisme historique, mais en même temps, il y a une dimension sensible qui m'a toujours beaucoup touché. On peut citer parmi vos livres Le miroir de Damas, Les Arabes, leur destin, le nôtre, aux éditions de la Découverte. Plus récemment, Le milieu des mondes, j'ai un peu vidé ma bibliothèque pour vous montrer des livres. Le milieu des mondes, une histoire laïque du Moyen-Orient, de 395 à nos jours. Stupéfiant Moyen-Orient, qui est une histoire, elle, de la société et de la relation extrêmement étrange et très éclairante que les régimes du Moyen-Orient entretiennent avec le trafic de drogue. Et ce livre-ci, qui marque une date très importante, Comment la Palestine fut perdue, pourquoi Israël n'a pas gagné, une histoire du conflit israélo-palestinien du 19e siècle jusqu'à nos jours, qui, d'une certaine façon, continue cette grande histoire de Gaza que vous aviez publiée il y a quelques années, réédité en 2024 en poche, revue et augmentée. Alors on a du pain sur la planche, messieurs, j'aime autant vous le dire, que je retrouve mes notes. J'aimerais déjà, tous les trois, vous donner 2 dates. L'histoire est faite aussi de moments historiques. Et il y a 2 dates sur lesquelles j'aimerais que vous vous prononciez, quelle résonance elle a en vous, et je pense qu'elle est très forte, et pour chacun d'entre vous, le 24 février 2022 et le 7 octobre 2023. Bonjour. Oui, les 2 dates sont très tragiques. En fait, la date 7 octobre influençait aussi le monde entier et changeait direction de tension de beaucoup de gens, c'est-à-dire Ukraine est devenu un peu moins actuel après cette date. Comme ça, bien sûr, je suis sûr jusqu'à aujourd'hui que la date, et c'est aussi la date du jour de naissance de M. Poutine, c'était choisi pas par le Hamas ou Hezbollah, c'était choisi à Kremlin pour fêter, mais aussi pour fêter la cause russe en Ukraine et dans le monde entier, et pour aussi nous faire pour rappeler un autre jour, 7 octobre à 2006 ou 2007, quand Anna Politkovskaya a été tuée à Moscou, aussi comme cadeau pour l'anniversaire de Poutine. Mais plutôt, bien sûr, 24 février 2022, c'est le jour qui a changé la vie de 40 millions des Ukrainiens, aussi ma vie. Et je suis devenu nomade, on peut dire. Je vis toujours à Kiev, mais je ne sens pas que je suis un habitant permanent de Kiev. C'est-à-dire, ce date, c'était quand j'ai compris que je ne possède plus des immobiliers, des choses matérielles, et les choses matérielles ne sont pas très importantes à partir de cette date. Joe? Well, when I think of those 2 dates, I sort of think of them together.
Quand je pense à ces deux dates, je ne peux pas vraiment les dissocier. I think of them as collectively changing the world in some way where we don't know where we're going now. Je crois qu'elles changent le monde de manière collective et que d'une certaine manière, on ne sait, à partir de ces deux dates, on ne sait pas vraiment où on va. I suppose I got used to the idea of a war in Europe during the Bosnian War. Je crois que je me suis habituée à l'idée que l'Europe soit en guerre à partir de la guerre de Bosnie. And at that point, I thought I was quite surprised because I thought after 1945, I thought there was like a long horizon of peace in Europe. Et ça m'a surpris parce que moi, je pensais qu'après 1945, l'horizon de paix en Europe serait vaste. And in the Middle East, there was always conflict, there was always a level of oppression that was kind of a plateau. Contrairement au Moyen-Orient, où les tensions, les conflits ont toujours été très, très forts, l'oppression aussi comme une sorte de plateau. But with the invasion of Ukraine and starting from October 7th in the Middle East, it seems everything is up in the air and dice are being rolled and we don't know what the result will be. Mais depuis l'invasion de l'Ukraine et depuis le 7 octobre, c'est comme si tout était inflammable en quelque sorte et qu'on ne sait pas où ça va aller. Oui, alors les dates, c'est un peu mon métier. Et il se trouve que ça fait des années que je mets en garde contre la façon dont Vladimir Poutine accumule au Moyen-Orient les ressources qui lui permettent de mener une agression en Europe. L'annexion de la Crimée et la guerre dite hybride dans le Donbass sont directement liées à la guerre syrienne et au refus de sanctionner le régime Assad et son parrain russe pour l'utilisation des armes chimiques en 2013, donc 6 mois avant le début de l'invasion de l'Ukraine. L'invasion de l'Ukraine a commencé en 2014, pas en 2022. Mais simplement, cher Pascal, je voudrais en profiter, faire un petit détour, et puis après je serai moins, parce que c'est très important, pour moi c'est très important en ce moment, parce que je suis aux côtés de Joe Sacco, d'Andrei Kourkov, qui sont pour moi des monuments vivants dans le roman et dans la bande dessinée. C'est un immense honneur d'être à côté d'eux, et puis d'être dans la salle des fêtes où généralement je viens donner mon sang, donc ça change un peu de registre, et de saluer encore 1000 pages, parce que je suis vincennois depuis la fin du siècle dernier, mais je dis depuis le début que la moitié du plaisir de vivre à Vincennes, c'est d'avoir 1000 pages, et je le pense profondément. Mais il se trouve que Andrei Kourkov et Joe Sacco, au-delà de leur légitimité absolue à intervenir sur la guerre, moi c'est par le rock'n'roll que je les ai découverts. Et je voudrais le rappeler. Joe Sacco, j'étais attaché culturel à San Francisco. Moi, j'ai été pendant 20 ans diplomate. Et puis, comme j'avais eu un peu de surchauffe au Moyen-Orient, on a décidé de m'exfiltrer en Californie. C'était très bien. J'allais voir des concerts de rock tous les 2 soirs. Et puis, j'ai découvert le fanzine Palestine. Donc, pour quelqu'un qui arrive du Moyen-Orient, cette idée qu'il y avait sur la côte ouest un créateur aussi bien documenté sur la première intifada, j'étais complètement épaté. Puis après, j'ai découvert Le Rock et moi, donc en anglais, But I Like It, que ceux qui n'ont jamais, ne se sont jamais trémoussés sur un tube des Stones me jettent la première pierre. Et donc, il y avait cette dimension rock. Mais alors, avec Andrei Kourkov, c'est incroyable, parce que c'est le concert posthume de Jimi Hendrix. Moi, je n'ai pas commencé par le Pingouin. L'idée que dans le cimetière de Lviv, la main gauche de Jimi Hendrix est enterrée pour jouer un concert toutes les dates anniversaires de sa naissance, évidemment, il fallait que je lise tout Kourkov, et j'ai lu tout Kourkov depuis. Mais voilà, vous avez peut-être vu, en tout cas, moi j'ai un sweatshirt combattez comme les Ukrainiens que j'ai pris à Kiev. J'ai passé 2 mois en Ukraine l'an dernier, dont 1 mois à enseigner à l'université de Kiev la dimension moyen-orientale de l'invasion russe. Et quand vous entendez les drones Shahed, donc les drones iraniens,
c'est très concret, hein, ce n'est pas du tout du concept. Hein. Et ici, j'ai du mal, souvent, surtout auprès des décideurs, à faire comprendre que les deux conflits sont intimement liés. Effectivement, le cadeau d'anniversaire, Anna Politkovskaya, avec tout l'immense respect qu'on lui doit, et un crime toujours impuni, et évidemment l'invasion de l'Ukraine. Et donc, après mon temps d'enseignement, qui était quand même très lourd, hein, pour tout ce que vous pouvez imaginer, je suis allé à Lviv pour aller au cimetière, pour voir où était né le roman. Et j'y vais pour me détendre, et je découvre le Champ de Mars. Et le Champ de Mars, c'est le cimetière militaire. Et comme historien, hein, je fais mon travail d'historien, c'est-à-dire je regarde les tombes, je regarde les dates, je regarde les âges, je fais une chronique dans Le Monde, j'ai une chronique tous les dimanches matins depuis 10 ans dans Le Monde, et je me rends compte que en fait, le cimetière s'accélère, parce que la guerre s'accélère. Il y a de plus en plus de morts. Et en même temps, je vois ces familles ukrainiennes qui viennent enterrer leurs proches et qui sont d'une pudeur incroyable. Moi, je suis habitué aux enterrements au Moyen-Orient. Ça crie, ça pleure, ça hurle. Là, on est très sobre. Et c'est glaçant, c'est glaçant. Donc, je fais ma chronique dans Le Monde et une fois que je sais qu'elle est partie, qu'elle va être publiée, je commence à pleurer. Et je pleure à Lviv, je pleure sur tout le trajet de retour en Pologne, je pleure à Cracovie, je pleure dans l'avion. Et puis après, je retourne quelques mois plus tard en Ukraine, le salon du livre à Kiev, j'aperçois de loin le président Zelensky, et je vais au cimetière militaire de Dnipro, qui est encore plus grand, et qui, comme à Lviv, est prévu pour s'agrandir. Donc, en fait, à Lviv, je pleurais pas seulement pour les morts, mais pour tous ceux qui allaient venir, pour tous ceux qui étaient prévus. Hein. Et là, j'ai pu pleurer. Et en même temps, voilà, le 7 octobre, tous les sentiments sont légitimes face au 7 octobre, la colère, la sidération, l'indignation, l'horreur, sauf la surprise. Sauf la surprise. Hein. 10 ans plus tôt, j'avais écrit que le piège de Gaza ne pouvait que se refermer sur Israël et sur les Palestiniens. On ne pouvait pas gager éternellement la sécurité d'Israël sur l'insécurité permanente de la population de Gaza. Hein. Et depuis, voilà, j'essaie de pleurer le moins possible, en tout cas jamais en public. Et puis ce qui est très important, et puis je clôt là-dessus, excusez-moi pour ce moment un peu narcissique, mais ce qui est très important, c'est des rencontres comme celle-là, c'est d'être avec vous, avec un public raisonné, raisonnable, citoyen, en demande de sens, parce que, voilà, on ne va pas évoquer trop les injonctions du débat public, les stigmatisations, hein, mais c'est de plus en plus dur de parler de ces sujets, et c'est pourquoi à chaque fois, quand je parle effectivement du conflit, j'insiste sur la perspective de paix, c'est-à-dire la solution à 2 États, qui est plus que jamais nécessaire, parce que si on ne fait pas ça à la faveur de cette catastrophe, eh bien le conflit suivant sera encore pire. Voilà, excusez-moi d'avoir été un peu long. Non. Je disais histoire sensible et la nécessité de revenir en arrière. D'une certaine façon, Andrei Kourkov, votre analyse, votre approfondissement de cette catastrophe qui est arrivée en Ukraine commence avec cette guerre au Donbass entre les milices pro-russes et l'armée qui affrontent l'armée ukrainienne pour détenir le territoire, l'invasion de la Crimée et les abeilles grises. Le romancier a pu s'emparer de cet objet. Or, la deuxième invasion, le coup de marteau de Poutine sur l'Ukraine, là, vous vous défaites en fait de ce type d'écriture et vous avez cette phrase « J'ai arrêté l'écriture, je ne rédige plus que des textes ». C'est une phrase que vous avez prononcée en mars 2022, juste après l'invasion, hein, on est quelques jours après. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait ce presque réflexe qui a été le vôtre? Oui, avant le 24 février 2022, j'ai travaillé sur le 3e roman sur les événements de 1919. Et bien sûr, le matin, on était réveillés avec ma femme par les explosions à Kiev. Et c'était la fin avec la littérature pour 2 demi-ans.
repris l'écriture des fictions seulement il y a 3 mois. Mais d'abord, en février, en mars, j'ai commencé à écrire beaucoup de textes pour les journaux, mon journal privé, des essais sur la guerre, sur la vie pendant la guerre. Et bien sûr, dans le premier livre, Journal d'une invasion, il y a beaucoup d'histoires sur ma famille, sur nos amis, sur les réfugiés, sur les amis qui sont devenus réfugiés en Allemagne, en France, et tout ça. Dans quelques semaines, il y aura un autre livre avec des essais sur la vie, sur la guerre. C'est-à-dire que si on vit pendant la guerre, on vit dans la guerre comme dans un pays. Et quand je voyage aussi, je ramène la guerre avec moi. Pas seulement sur mon portable où j'ai une application et chaque fois il y a des sirènes à Kiev, je les entends, mais aussi parce que toutes les conversations, comme ce matin, toutes les pensées sont sur la guerre, sur l'Ukraine, et il y a toujours une question, s'il y a beaucoup de monde qui ont déjà oublié sur la guerre en Ukraine, à cause de la guerre à Gaza, à Libanon, à cause des autres problèmes du monde. Alors Joe Sacco, ce piège dont parlait Jean-Pierre Filiu, le piège de Gaza, en fait, il s'est construit longtemps avant même que nous n'en ayons conscience. Et ce livre-ci, Gaza 1956, En marge de l'histoire, le raconte très bien. On peut considérer ce fort album comme un document historique, puisque vous avez mené une enquête qui n'avait pas encore été réalisée. Il y avait très très peu de choses sur cet épisode que vous allez nous raconter, et peut-être pouvez-vous nous dire comment vous êtes imprégné de cette réalité, comment d'ex-Yougoslavie vous êtes passé en Palestine? Est-ce que ces mondes-là se sont entrecroisés pour vous, et est-ce que la réalité palestinienne, dans son épaisseur tragique de l'histoire, a été pour vous une révélation? Et notamment cet épisode à Khan Younis, au sud de la bande de Gaza, en 1956. Ça fait beaucoup de questions, mais comme tout est un peu entremêlé. Well, it's hard to say how they intertwined in my own head, but I went to Palestine. I did a book about that. C'est difficile de dire comment et de quelle manière ces deux mondes s'entremêlent et se recouvrent. Je suis allée en Palestine. And as I was finishing up the book, literally as I was finishing up the last pages, I was planning my trip to Bosnia. Et en fait, quand j'étais en train de finir la dernière page de ce livre, j'étais en train d'organiser mon voyage en Bosnie. And in my own mind, I wasn't coming up with some geopolitical reason why they're connected. Dans mon esprit, il n'y avait pas vraiment de motivation géopolitique. But I think in my own mind, they were connected by injustice. Mais la connexion, le lien entre les deux, c'était l'injustice. I mean, to me, that was very clear about the Palestinians. I think they've been historically wronged and really maligned, especially in the West and especially in the United States. Surtout pour les Palestiniens qui ont subi énormément d'injustice et dont la cause a été malmenée, maltraitée, notamment par les Occidentaux. And I know that intimately because I grew up thinking Palestinians were terrorists. Et je le sais vraiment au plus profond de moi, puisque moi j'ai grandi en pensant que les Palestiniens étaient des terroristes. And when I began to sort of understand that something else was going on, which was around the time of the Sabra Shatila massacre in Lebanon in 1982. Et quand j'ai compris que ce n'était pas vraiment ça, notamment au moment du massacre en Liban en 1982, That's when the Israeli army was in Beirut and they surrounded a refugee camp, and their Christian allies went in and massacred Palestinians. c'est quand l'armée israélienne a encerclé un camp de réfugiés et a massacré des Palestiniens. So a light went on my. Chrétienne. Ah oui, je peux à laisser Oui. ses alliés des milices chrétiennes massacrées, c'est très important, c'est ce que Joe Sacco a dit. Yeah.
The phalangists. Les phalanges. Yeah. But Israel was very heavily implicated. But at that point, I had to examine what I thought about the Middle East and what I thought about the Palestinians. And I began to basically teach myself because there was very little information in the public sphere. Donc Israël était très lourdement impliqué et j'ai dû à ce moment-là réfléchir à ce que je pensais de cette situation au Moyen-Orient et j'ai dû me documenter parce que les informations dont on disposait dans l'espace public étaient minimes. And so I feel all my work about the Palestinians in a way is a form of penance. Penance. That's like when you... Pénitence. Donc tout mon travail sur ce conflit est un travail de pénitence en fait. So as I was finishing up the first book, the Bosnian War was already going on for a couple of years. Quand j'ai fini ce livre, le conflit de Bosnie durait déjà depuis quelques années. And I was seduced by the idea of a multi-ethnic society in Sarajevo fighting against a nationalist, an ethno-nationalist group. Et j'étais assez séduit par l'idée d'une société multiethnique à Sarajevo qui combattait un groupe ethno-nationaliste. And I felt compelled to go there because I was European and I was so shocked that this could happen in Europe. Et je me suis sentie obligée d'aller là-bas parce qu'en tant qu'Européen, j'étais choquée que cela puisse se produire en Europe. And when I got there, I realized it wasn't so simple, that there was a nucleus that was very multicultural and fought for that. But the nationalist forces were really the ones that were dominating. Et quand je suis allée là-bas, je me suis rendu compte que la situation n'était pas si simple, qu'il y avait un noyau multiculturel, mais que les forces nationalistes étaient les plus fortes, celles qui l'emportaient. And then connecting them, I'm not sure. Just like I said, I felt in both cases just compelled to go and be there and talk to people. Donc la connexion entre ces deux mondes, je ne sais pas au fond, je crois que c'est plutôt le sentiment de me sentir obligée d'aller là-bas et de parler aux gens. Et de recueillir des témoignages. C'est un peu ce que vous avez fait dans le journal de cette invasion, c'est recueillir le plus de témoignages possible et faire vivre la situation, faire entendre les voix qu'on n'entendrait pas si vous n'étiez pas là pour les retranscrire. C'est un travail très différent de celui du romancier. Est-ce que vous avez le sentiment que là, vous constituez une documentation qui pourra être utile plus tard pour reconstituer cette histoire, une fois que cette guerre sera terminée? Je ne sais pas. En fait, à partir de 2015, je suis allé 3 fois dans les régions de la guerre. Une fois, j'ai voyagé selon la ligne de front jusqu'à la frontière avec la Russie à Severodonetsk. Je parlais avec des gens qui habitaient là, qui restaient là, et avec des soldats. Et je fais beaucoup de notes. Et en fait, j'ai utilisé ces 3 voyages dans le roman Les abeilles grises, lequel j'écris parce qu'en 2017, il y avait déjà plus que 200 livres sur les batailles de Donbass, mais il n'y avait aucun livre sur la vie des gens civils qui restaient dans la zone de la guerre. Et si on parle des essais, de mes notes pour le journal, il y a beaucoup d'histoires. On peut faire beaucoup de romans, mais je ne suis pas sûr que je veux faire ça parce qu'en fait, je me cache maintenant dans le passé parce que le passé est très similaire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses parallèles entre les événements de 1918-19 et les événements de 2022, 23-24. En fait, c'est la même guerre parce que de 1918 jusqu'à 1921, les bolcheviks ont occupé Kiev 4 fois et essayé de détruire l'indépendance d'Ukraine et occuper toute l'Ukraine pour la transformer dans une province soviétique. Ils ont réussi en 1921.
Et c'est le même bout de la guerre aujourd'hui. Poutine a annoncé que l'Ukraine n'existe pas, les Ukrainiens n'existent pas. C'est tout le territoire de Grande Russie. Comme ça, j'ai peur que je n'écrirai rien sur, je parle des romans, aucune fiction sur la réalité d'aujourd'hui. Mais oui, il y a beaucoup d'informations et je cherche les histoires cachées, les histoires qui ne sont pas évoquées par les journalistes. Je voyage tout le temps en Ukraine et je rencontre des gens. Et par exemple, dans le nouveau livre qui va paraître, il y a une histoire de combat de l'association des sommeliers d'Ukraine contre l'association des sommeliers russes sur le territoire européen. Et aussi sur... Rock'n'roll. Oui, c'est presque rock'n'roll, mais il y a aussi des autres choses. Il y a la guerre du vent, parce que après que la Crimée était annexée, la Russie a essayé d'importer, vendre le vent de la Crimée en Europe, dans le monde entier. Ils ont réussi à vendre le vent de la Crimée à Kazakhstan, en Biélorussie, et maintenant ils le vendent dans le Donetsk République. Et on peut dresser un parallèle avec l'appropriation des ressources ukrainiennes au moment de la reprise de l'Ukraine par les bolcheviks, ou l'appropriation des moyens de production, de la viande, Oui. de toutes les cultures était totale. Voilà, ce qui a Oui. entraîné une famine. En fait, la Russie, depuis 2 ans, vend le blé ukrainien en Afrique, à l'Amérique latine, dans les pays arabes. Oui. Alors moi, j'aimerais qu'on reste un peu sur la bande dessinée, parce qu'il se trouve que Jean-Pierre Filiu n'est pas seulement historien, il est aussi scénariste de bande dessinée. On lui doit une série de 3 bandes dessinées qui racontent la relation complexe, orageuse et parfois critiquable entre le Moyen-Orient et les États-Unis, dans 3 volumes, avec le dessinateur David B., Les meilleurs ennemis, qui est vraiment quelque chose d'assez mémorable. Et puis vous avez aussi signé, par exemple, La Dame de Damas avec Cyril Pomès. Tous ces livres sont disponibles chez Futuropolis. Qu'est-ce que ça vous a apporté, Jean-Pierre, de travailler de cette façon avec des dessinateurs? Peut-être qu'un jour vous travaillerez avec Joe Sacco. Allez savoir, ça serait merveilleux. Mais qu'est-ce que ça vous a apporté et comment ça vient compléter votre travail d'historien, comme on le définit, recherche, écriture, voilà. D'abord, j'ai eu beaucoup de chance de travailler avec David B. et pour les éditions Futuropolis, qui se trouvent être les éditions de Joe Sacco, mais qui sont quand même vraiment une référence en matière de romans graphiques en France. Et David B., c'était la première fois que je travaillais avec un génie. C'est à la fois exigeant et très réconfortant. Et donc... Aujourd'hui, bon, je le mentionne, mais la mode est à l'histoire dessinée. Nous, on n'a pas fait ça. On a fait un roman graphique sur l'histoire. Et je crois que c'est ça qui fait que c'est fort. Et il y a quelques jours, j'ai rencontré une jeune étudiante qui a réussi haut la main un examen sur l'histoire des relations entre l'Iran et les États-Unis grâce à cette bande dessinée. Donc je me suis dit, bon, ben voilà, c'est autre chose que... Mais je voulais en profiter pour saluer justement le travail historique d'Andrei Kourkov et de Joe Sacco. Parce que, bon, moi je connais l'histoire d'Ukraine en dilettante, mais je suis très impressionné dans les abeilles de Kiev par toute la documentation historique, en attendant évidemment le cœur de Kiev. Et je rappelle que les guerres que nous vivons en ce moment, en Ukraine comme au Moyen-Orient, sont des guerres issues de la Première Guerre mondiale. Et on a trop oublié ça. Hein. La paix de 1919, les historiens appellent ça la paix de toutes les guerres. La paix pour mettre fin à la paix. Les diplomates ont très mal travaillé en 1919. On le sait par rapport à l'Allemagne. Hein. Faire payer l'Allemagne, ça a abouti au nazisme. Mais on oublie qu'au Moyen-Orient et dans ce qui était l'Empire russe, on a aussi préparé les guerres à venir. Hein. Et ça, c'est très important, parce que
Quand on va jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, on a l'impression qu'on a fait déjà... non, il faut au moins une perspective d'un siècle. Et Joe Sacco, pour 1956, bon, moi je suis l'auteur de la seule histoire de Gaza au monde. Je ne sais pas si elle est bonne ou mauvaise, c'est la seule. C'est pour ça qu'elle est traduite un peu partout. Et je cite Gaza 56 comme une référence d'histoire, parce que c'est un travail de documentation dans le sens le plus rigoureux du mot pour un historien, notamment le traitement des entretiens, de la mémoire orale, à qui il ne faut pas faire confiance complètement, quelles que soient les victimes, il faut toujours un esprit critique. Et pourquoi Gaza 1956 ? Parce que Khan Younes, Rafah, vous ne connaissiez sans doute pas les noms de ces localités qui maintenant sont devenues au cœur d'une actualité brûlante. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 1956 ? En 1956, Israël a dit « on va éradiquer les Fédayines » comme ils disent aujourd'hui « victoire totale ». C'était il y a 70 ans. C'était il y a 70 ans. On a complètement oublié. Ça a déjà été fait. Il y avait déjà eu un bilan effroyable. Et évidemment, ça n'a servi à rien. Il n'y aura pas de victoire militaire au Moyen-Orient. C'est inconcevable, quels que soient les succès spectaculaires remportés ici ou là. Et donc, il faut vraiment le comprendre. À l'issue de l'occupation de 1956, il y a une proposition de tutelle internationale sur Gaza qui aurait pu devenir un début d'État palestinien. Et ce sont les Palestiniens qui le refusent. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier, qu'il y a toute cette mémoire. Et j'avais rencontré des Palestiniens qui m'ont dit, quand même avec le recul, bon, parce que j'étais quand même, on s'est bien planté. Et je leur ai dit, oui, oui, on aurait pu commencer à Gaza. Il y a 70 ans. Donc de toutes ces occasions perdues, excusez-moi de le redire encore, la leçon qu'on doit tirer, c'est qu'aujourd'hui, il faut saisir l'occasion avant qu'il soit trop tard. Alors vous avez beaucoup travaillé, Joe Sacco, sur le terrain, c'est l'objet même de la BD de reportage. Or, dans Guerre à Gaza, vous n'êtes pas sur le terrain, vous réagissez après un temps de silence, un temps de méditation, un temps d'atterrement aussi, de tristesse absolue par rapport à l'événement. Donc on peut considérer ce petit album de 32 pages comme un album d'une essence assez différente, où d'une certaine manière revient quelque chose qui vous caractérise, c'est la satire. C'est la réaction par une forme d'humour noir assez marquée et qui réapparaît dans ce livre-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez conçu en fait ce livre après vous être tu pendant des semaines, voire des mois? Well, I prefer to report. I prefer to go somewhere, talk to people, and see things for myself. Je préfère le reportage, je préfère aller sur le terrain, rencontrer les gens et leur parler par moi-même. But in this case, it was impossible. The Israeli government will not allow foreign journalists into Gaza. Mais cette fois-ci, c'est impossible. Le gouvernement israélien n'autorise aucun journaliste à entrer à Gaza. And I was overwhelmed by the number of casualties on October 7th, and then I was even more overwhelmed by Israel's response to October 7th. Donc, j'ai été bouleversée, choquée par le nombre de victimes le 7 octobre, mais encore plus choquée par la réponse d'Israël à ce moment-là. And almost immediately, news organizations were calling me up to get my response. Presque immédiatement, les médias m'ont appelé pour connaître ma réaction. But at that moment, I didn't have any analysis. I just had sort of just pain, watching what was going on, and it was actually hard to formulate my thoughts. Mais à ce moment-là, je n'avais pas vraiment d'analyse à donner à ces médias. J'avais du mal à mettre au clair mes pensées et il ne restait plus que la douleur. I knew I had to do something. I felt compelled, but what? I was thinking, ideas swirling around. And finally, a friend of mine wrote from Gaza, and he said, "Please lift up your voice."
Je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose, que je devais faire quelque chose. J'y réfléchissais beaucoup, j'avais beaucoup d'idées qui tournaient dans ma tête, jusqu'au jour où un ami à Gaza m'a dit s'il te plaît, utilise ta voix. So I stopped thinking and I started drawing. And then I realized that drawing is thinking because my ideas began to flow once I started. Donc j'ai arrêté de penser, je me suis mis à dessiner. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que dessiner, c'est penser en quelque sorte, parce que c'est à ce moment-là que mes idées sont devenues beaucoup plus claires sur ce que j'allais exprimer. And normally I write a complete script and then start drawing. But in this case, I would write something, draw it, and have it posted online. D'habitude, j'écris le script de mes bandes dessinées à l'avance et ensuite je dessine. Et cette fois-ci, c'était très différent. J'écrivais, je dessinais, je postais le dessin en ligne et je recommençais ce processus. And I let my ideas organically take their own course. And what I realized, the one thing I could really write about, because I was actually there, was the United States and its role in what was going on. Donc j'ai laissé mes idées suivre leur cours naturellement. Et je me suis rendu compte que le seul sujet dont je voulais vraiment parler, c'était les États-Unis et le rôle qu'ils ont par rapport à ce conflit, parce qu'en fait, j'étais aux États-Unis à ce moment-là. So I wrote about the US administration's hypocrisy, but then I realized, well, I'm part of this state, and I wrote about my own feeling of being responsible and culpable for what was going on. I feel I'm being brushed with genocide as well. Donc j'ai commencé à dénoncer l'hypocrisie du gouvernement américain, et puis je me suis dit qu'en fait j'en faisais partie aussi, et que j'ai exploré ce sentiment de responsabilité, de culpabilité envers ce génocide. And that led me to sort of wonder about the West, not just the United States, but the West, our values, and how we apply some of our values to ourselves, but not to other people. Because actually, I don't think we believe all men are created equal. Et donc j'ai élargi ma pensée, non pas juste aux États-Unis, mais à l'Occident et aux valeurs que l'on a au Occident, qu'on prétend défendre et qu'on applique en fait à nous, mais malheureusement pas à tout le monde. Et je crois qu'on ne peut pas dire qu'on considère que tous les hommes sont sur un pied d'égalité. Alors c'est très intéressant ce que dit Joe Sacco, parce qu'un historien est aussi un citoyen. Un écrivain a aussi une responsabilité, il a son avis, il est d'accord ou pas d'accord avec les décisions qui sont prises par son gouvernement. Quelle est la part en fait du citoyen qui rejaillit dans vos travaux? Est-ce qu'il faut la dissocier ou alors est-ce qu'on l'intègre en fait dans sa... Lorsqu'on se prononce, lorsqu'on écrit, lorsqu'on quand on est en train de travailler, est-ce que le citoyen est toujours là ou alors est-ce qu'on le met un petit peu de côté? Jean-Pierre. Le citoyen, on est citoyen de la République et on est citoyen de l'Union européenne 24 heures sur 24. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut du tout mettre de côté. Il se trouve que pour moi en plus, je suis fonctionnaire, je suis fier d'être fonctionnaire. J'étais pendant 20 ans diplomate, aujourd'hui je suis professeur d'université. Donc l'idée du service public, l'idée de servir est tout à fait pour moi consubstantiel à tout ce que je fais. Je ne vais pas distinguer, mais voilà, j'essaie de le faire avec mes modestes moyens et de la manière surtout la plus constructive, c'est-à-dire en prononçant plutôt des mots de paix et en essayant d'apaiser par un discours rationnel et raisonné plutôt que de contribuer à je ne sais quelle énième controverse qui s'ajoutera à toutes les polémiques inutiles qu'on a connues sur ces sujets trop clivants, alors qu'il faudrait au contraire avoir un consensus pour la paix, tout simplement parce que les hommes ont été créés égaux, enfin je ne sais pas s'ils ont été créés, et que c'est ça qu'avait dit Joe Sacco. Ils se sont créés égaux. Ils se sont créés égaux, voilà. Hein, voilà. Je ne vais pas rappeler 1789 et la Déclaration des droits de l'homme, voilà. Andrei, vous avez été très critique, vous, à l'égard de la politique, du gouvernement Zelensky. Oui, je crois que les écrivains doivent rester indépendants, comme les journalistes aussi. Oui, je n'ai pas voté pour Zelensky en 2019 et j'ai critiqué beaucoup lui et son entourage. Et j'ai presque arrêté ça au début de la guerre.
Maintenant, je ne suis pas toujours d'accord et je ne suis pas toujours content avec ce qui se passe dans le gouvernement ukrainien ou dans le bureau du président, mais je n'écris beaucoup sur ce sujet parce que la survie d'Ukraine est plus importante. Et j'ai essayé toujours de ne pas beaucoup être engagé dans la politique à l'intérieur du pays, seulement partager mon avis et partager ma réaction. Oui, mais c'est intéressant parce que jusqu'à aujourd'hui, la majorité des intellectuels ukrainiens ne sont pas sur le côté Zelensky, mais sont sur le côté d'Ukraine. C'est-à-dire, on dit qu'il faut être ensemble pour défendre le pays. Toutes les différences politiques, éthiques et autres, on peut discuter après la guerre. Mais après la guerre, on va avoir un pays détruit et je crois qu'il y aura aussi des autres choses à faire. Alors on est à quelques semaines de l'élection présidentielle aux États-Unis. Est-ce que vous pensez que cette élection peut changer quelque chose en Ukraine, à Gaza, au Moyen-Orient? Well, if Trump's elected, I don't know what's going to happen about both issues. He seems to be, with the Middle East, he seems to talk in very strong terms about complete support for Israel. À vrai dire, si Trump est élu, je ne sais pas ce qui va se passer. C'est inquiétant pour les deux conflits. Et pour le Moyen-Orient, on sait qu'il il apporte son soutien inconditionnel à Israël. And with Ukraine, he's made a lot of noise about reaching a deal, stopping the war, not sending any more weapons. Will he do that? I actually don't know. I don't understand. I can't really put my head around what Trump's thoughts are going to be at the time. En Ukraine, pour l'Ukraine, il a fait beaucoup de bruit quant à ses capacités à trouver un accord de paix, à ses promesses de ne pas envoyer d'armes. Est-ce qu'il va tenir ça? Je n'en sais rien. À vrai dire, j'ai beaucoup de mal à imaginer, à concevoir ce que vont être les pensées, les opinions de Trump. With Kamala Harris, I think you're not going to see much difference in the course that the Biden administration has taken. Quant à Kamala Harris, il n'y aura pas beaucoup de différence avec l'administration de Biden. And specifically about the Middle East, she talks in a softer, gentler way than Biden does. She talks about Palestinian victims and the need for a ceasefire, but she insists that the weapons will continue to go to Israel, and that's the only leverage America has on Israel. So I have to assume that America doesn't really want to have leverage on Israel. Quant au Moyen-Orient, enfin au discours de Kamala Harris au Moyen-Orient, il est plus nuancé. Elle parle de victimes palestiniennes, elle parle de cessez-le-feu, mais elle dit qu'elle va continuer à envoyer des armes à Israël, alors que c'est le seul poids finalement que les États-Unis ont. Donc on dirait que les États-Unis n'ont pas vraiment envie de trancher cette question. So I don't want Trump, but I wouldn't be optimistic about a Kamala Harris regime. Donc je n'ai pas du tout envie que Trump gagne, mais je ne suis pas très optimiste quant à la possibilité de changement que Kamala Harris pourrait amener. Et selon vous, Andrei, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec tout ça. Je pense aussi que Trump pense qu'il peut avoir influence en Russie et c'est quelque chose de drôle, bien sûr. Et il investit d'argent. Il y a 20 ans, il était engagé dans quelques scandales en Russie. Comme ça, il est presque ami des Kremlin. Mais je pense que s'il est élu, il va devenir aussi contre Poutine parce que Poutine veut faire Russia great again.
Et ce n'est pas possible dans le même moment avec le désir de Trump de faire America Great Again. C'est une contradiction. Oui, alors il se trouve que j'étais à Kiev le 20 février 2023 lors de la visite de Joe Biden. J'ai vu passer sa limousine et après j'étais à l'endroit où il avait déposé une gerbe pour les morts à Saint-Michel au Dôme d'Or. Et je ne cache pas qu'à ce moment-là j'étais ému, de même que j'avais trouvé ce qu'il avait écrit très émouvant. Et je pense que ça, il le pensait, Joe Biden, si vous voyez ce que je veux dire. C'était vraiment lui qui l'avait écrit. Mais en même temps, c'est le même président qui est incapable, face à un congrès tenu par les sionistes chrétiens de Trump, d'empêcher que pendant 6 mois qui ont été cruciaux, il n'y ait plus une cartouche qui arrive en Ukraine, parce que la priorité était donnée à Gaza. Donc on comprend mieux pourquoi il y a eu joyeux anniversaire, Monsieur Poutine. C'est quand même extraordinaire d'avoir donné cette priorité au pont aérien pour Israël sur la guerre d'Ukraine. Moi, j'ai écrit dans un des livres qui a été montré que depuis 1920, c'est la fin du Moyen-Orient américain. Sauf qu'on n'a pas substitué un autre hégémon bienveillant, qui ne pourrait être que l'Union européenne, pour favoriser la paix là-bas. Et donc, je vais finir vraiment par l'Union européenne. Il faut que l'Union européenne arrête d'espérer quoi que ce soit des États-Unis. Si quelque chose arrive, tant mieux, hein, mais qu'on se construise de manière responsable et autonome. Là, Joseph Borrell, donc le haut représentant pour la diplomatie européenne, vient de répondre à Trump qui disait « mais l'Europe ne fait rien pour l'Ukraine ». On se rend compte que quand on additionne, on fait même plus que les États-Unis. Mais c'est ça qu'il faut continuer à faire, intensifier, parce que on est directement menacé, ce qui n'est pas le cas des Américains qui sont de l'autre côté de l'océan, et on est directement menacé par la guerre au Moyen-Orient. Hein. Les Américains peuvent vivre sans paix au Moyen-Orient, les Russes, les Chinois, les Turcs, les Iraniens, tous les régimes arabes. Les Israéliens et les Palestiniens ne peuvent pas vivre, en tout cas se projeter dans quelque avenir que ce soit sans la paix, et l'Europe non plus, parce que l'Europe est fondée sur l'état de droit, sur des valeurs qu'on connaît et qui chaque jour, je dirais pas chaque heure, sont bafouées à Gaza. Hein. Donc voilà, ce sera intéressant de voir qui va gagner l'élection, mais de toute façon, l'Europe, comme on dirait en anglais, must get its act together, hein, doit agir à part elle-même sans attendre éternellement la fumée blanche qui sortira de la maison de la même couleur. Est-ce que vous allez reprendre vos voyages, Josako? Est-ce que vous pensez que dans un avenir proche, vous pourrez retourner en Palestine? I'm not sure I'll be allowed back into Israel, so I'd like to go. I probably will travel to the Middle East and probably soon, but I'll save that conversation for another time. Je ne sais pas si je pourrais me rendre en Israël. J'aimerais beaucoup, mais je sais que je vais me rendre au Moyen-Orient bientôt. J'en parlerai, je garde ça pour une autre conversation. Et quant à vous, Andrei, là vous êtes un peu nomade, vous l'avez dit, vous venez parler aux gens, expliquer, essayer de faire en sorte que cette question ukrainienne ne soit pas reléguée au secondaire. Quels sont vos projets immédiats? Est-ce que vous continuez votre tournée? Est-ce que vous retournez à Kiev? Je vais retourner à Kiev en novembre. D'abord, je dois visiter 7 pays, aussi Canada. Mardi prochain, je fais un discours à l'Université de Westminster à Londres. Après, c'est Italie, Portugal, Pologne, Canada, Roumanie, Suisse, République suisse, et Belgique et Hollande. Oui. Mais c'est la seule chose que je peux faire pour l'Ukraine, en fait. Parler et écrire. C'est déjà bien. Hein. Et je veux dire, Josako, vous êtes bienvenu en Ukraine. Thank you. Maybe I'll see you On there. n'a pas besoin d'un visa.
Eh bien, merci à tous les trois. Merci beaucoup Marion Schwartz pour avoir été la voix française de Joe Sacco. C'était très efficace et vraiment formidablement réalisé. Je rappelle quelques-uns des livres dont nous avons parlé ce matin. Le cœur de Kiev d'Andrei Kourkov aux éditions Liana Lévy, traduit par Paul Lequen. Comment la Palestine fut perdue et pourquoi Israël n'a pas gagné, histoire d'un conflit au seuil, signé Jean-Pierre Filiu, et ce petit brûlot extrêmement fort et marquant de Joe Sacco qui vient de paraître, s'appelle Guerre à Gaza aux éditions Futuropolis. Merci beaucoup et espérons que la paix vienne.